Les autres regarderont en différé. Salam alaikum à tous. Bonsoir, version laïcous. Les trois sujets sont liés. Et vous allez voir par la démonstration et surtout voir comment il y a une telle qui domine en France. Alors, déjà, je vais commencer par l'affaire, dite l'affaire Idriss de Balaka City. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est pas quelqu'un que j'ai soutenu, j'ai des reproches à lui faire, et il fait pas partie du tout de mes amis. Mais comme d'habitude, comme quand j'ai tapé les imams youtubeurs, les imams business, je reste toujours objectif. C'est-à-dire quand les choses sont bien, quand les choses sont pas bien, sont pas bien. Il a fait sur Twitter des choses que je fais pas moi. C'est-à-dire moi je fais que de la politique, où je dénonce le fond, etc. Moi, des Rizeb El Zawi, là, j'en ai strictement rien à foutre. Mais c'est le cadet de mes soucis. Par contre, quand le politique, lui, intervient comme sur le séparatisme, etc., naturellement, vous savez que j'interviens. Donc j'ai suivi, bien sûr, j'ai regardé, puisque les gens m'envoient toujours des copies d'écran, etc. Je trouve que lui, sa démarche a été de dénoncer l'imposteur, ou l'impostrice, qui était Zineb El Razoui. Et en fin de compte, j'ai vu tous les échanges. C'est écrit proprement, c'est écrit avec interrogation, et je trouve, comme on dit en droit, ça concourt dans un débat public, ça concourt. Et il soulève un certain nombre de questions légitimes. Il faut savoir que toutes les questions qu'il avait, j'avais déjà les réponses. Hein. Mais, encore une fois, ça ne m'intéressait pas d'en parler. La première chose, il pose la question sur le fait qu'elle ait fait un appel aux dons pour payer des frais de procédure. Elle a obtenu plus de 40 et quelques mille euros, alors qu'elle n'est pas dans le besoin. Et je tiens à rappeler quand même, pour celles et ceux qui ont du mal à maîtriser encore ces trucs-là, moi j'ai toujours été contre les quêtes. Pourquoi? Parce que c'est où vous avez les moyens et vous payez. Si vous n'avez pas les moyens, on a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Or, à ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, Zineb El Zawi n'a pas été considéré comme une personne sans argent et donc pouvant bénéficier de ce qu'on appelle donc l'aide juridictionnelle. Elle a fait appel, elle a fait 46 000 euros. Vous vous rendez compte, 46 000 euros, c'est beaucoup pour une simple procédure qui doit coûter entre 3 et 5 000. Et puis, il y en a plein, chaque fois, des avocats ou d'autres qui sont toujours en train de lui cirer les babouches en lui disant qu'il aime, il déclare leur amour à elle et soi-disant son pseudo-courage. Je vais vous expliquer pourquoi son pseudo-courage. Et là, ils auraient pu lui faire gratuitement, gracieusement, ou faire un bon prix pour la défendre. Ensuite, il soulève une autre contradiction, c'est qu'elle fait de son fonds de commerce, parce qu'intellectuellement, elle ne produit rien. Il faut savoir déjà son parcours. Elle s'est fait virer de Charlie Hebdo. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y en a qui disent que ça coupe. Non, bah alors c'est l'autre qui a un problème, parce que les autres, ça pris. Elle s'est fait virer de Charlie Hebdo. Et pour faute grave. Et juste après les attentats. D'ailleurs, elle dit toujours qu'elle a échappé aux attentats, mais elle ne travaillait pas, donc elle ne pouvait pas échapper aux attentats, puisque sa présence n'était pas voulue. Et donc, voilà, là, ça devrait aller mieux. Désolé, j'ai mis plus tôt, là. Ça y est, ça devrait plus bugger, là. Voilà. Et donc, elle a été virée. Et là, on apprend qu'elle qui ne fait que invitée que sur les plateaux. Est-ce qu'elle a été embauchée au Monde? Est-ce qu'elle a été embauchée à Libération? Est-ce qu'elle a été embauchée au Point? Est-ce qu'elle a été embauchée à l'Express? Personne n'a voulu l'embaucher. Pour être virée de Charlie Hebdo, il faut en faire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme elle est dans l'incapacité de produire un travail de journaliste, eh bien, elle a fait automatiquement, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, tous les plateaux, tout le monde l'appelle, rien que pour jouer la collaboreur, la collaborette. C'est-à-dire, venir, on connaît leur spécialité, on prend un collaborateur et on lui fait dire, sous prétexte qu'il s'appelle Zineb, de cracher sur les musulmans, de faire comme Mohamed Sifawi aussi et d'autres, etc., de surenchérir, d'en mettre beaucoup plus, de taper un maximum, et ainsi essayer de faire croire, parce que eux, ils y vont pas de main morte, que les musulmans, tous en leur ensemble, représentent un danger pour la France. Et donc, ouvertement, il pose une question en disant, est-ce que votre mari gagne 60 000 euros par mois? Voilà, c'est une question.
C'est pas une affirmation. Elle aurait pu y répondre. Alors pourquoi c'est important? On pourrait dire que c'est une affaire privée et qu'il n'a pas à dire ça. Mais il pose la question parce qu'elle fait un appel au don et où elle a obtenu 46 000 € pour des frais de justice, alors qu'elle n'est pas dans le besoin, puisque son mari il gagne 60 000 € par mois. Alors déjà, c'est choquant. C'est comment des gens qui ont de l'argent puissent réclamer à des gens peut-être qui en ont moins pour pouvoir faire de l'argent sur leur dos. Dans une affaire privée, encore une fois. Deuxième élément, quand il soulève ça, c'est pas n'importe qui, son mari. Son mari gagne et fait son pognon sur la finance islamique. Le même islam qu'elle condamne au quotidien, qu'elle bouffe, qu'elle calomnie, qu'elle insulte le prophète, qu'elle insulte tout le monde, etc. Alors qu'elle vit, elle est mariée avec quelqu'un qui vient prendre, c'est les sources de son argent, il vient le chercher dans la finance islamique. C'est une contradiction qui est hyper importante. Alors, à tous celles et ceux qui viennent, tous les merdias l'inviter dans les plateaux pour venir cracher sa haine du musulman et le fait qu'il lui pousse des boutons rien qu'à entendre le mot musulman et islam. Pourquoi il ne lui porte pas la contradiction? Mais madame, mais votre propre mari gagne de l'argent sur la finance islamique. Troisième élément, c'est pas n'importe où il gagne sa vie. C'est à Dubaï, parce qu'il vit à Dubaï. Et donc ça interroge encore. Un régime barbare qui vient vous confisquer, notamment pour les étrangers qui viennent dans les pays d'Asie, etc., pays à faible coût, leur confisque les passeports et les exploite, etc., etc. Avec un régime comme MBZ, le prince barbare d'Abu Dhabi, sanguinaire, ceux qui viennent de signer, justement, se mettre à plat ventre devant les États-Unis et puis devant Israël, les Émiratis qui financent Haftar en Libye, là aussi, le mercenaire qui est contre le GNA, le mouvement reconnu officiel par rapport aux Nations Unies. Les mêmes Émiratis, et ça, il y a eu Wikileaks et d'autres qui nous ont aidés pour l'avoir en pouvant consulter les mails qu'il y a eu de l'ambassadeur des Émiratis, où ils ont aidé et financé aussi les tentatives du coup d'État en Turquie. Les mêmes Émiratis qui participent avec leurs frères de sang, de sang sanguinaire, saoudiens au Yémen. Les mêmes Émiratis qui, selon la presse américaine, grâce à elle, puisque la presse française, elle dort, elle fait strictement rien du tout, on a appris qu'elle a filé plus de 2 milliards, ou 1,5 milliard, ou 2 milliards, pardonnez-moi si les chiffres sont pas précis, mais on parle d'un milliard à qui? À Bachar le Boucher, Bachar al-Assad le Boucher. Pourquoi faire? Pour lui demander d'aller taper dans la zone pour taper les Turcs. Voilà. Et donc, et ça, on peut continuer. Et là, ça interroge encore plus. Elle qui se dit, soi-disant, laïque, athée, elle va à Dubaï vivre, notamment, sur les terres, avec son mari qui fait de la finance islamique, dans un État qui est un État terroriste. Un État qui, alors là, un peu peut-être que se féliciter que cette semaine ils ont pris la décision. Maintenant, il y a la liberté de vendre de l'alcool et donc il n'y aurait plus un problème de licence d'alcool, etc. Mais excusez-moi, j'ai pas eu l'impression que les Émiratis ce sont un pays laïque ou quoi que ce soit. Il y a rien de laïque là-dedans. Il y a rien de musulman non plus parce que c'est que des faux culs et c'est que des musulmans de façade, comme on pourrait dire. Et donc, quand Idriss pose toutes ces questions-là, qui sont des questions qui devraient faire débat, puisqu'elles squattent tous les médias, et que donc, à partir du moment où ces contradictions doivent être apportées, d'autant que lui, il le fait à juste titre, puisque les médias ne le font pas sur les plateaux. Il n'y a jamais de contradicteurs face à eux, ou des faux contradicteurs, des gens qui ne font qu'abonder dans son sens. Et on nous la présente comme héroïne. Ça, c'est le premier élément qui est hyper important. Ensuite, deuxième élément. Il dénonce le fait qu'elle habite à Paris aussi, etc. J'ai appris de mes sources, et vous savez que j'ai des sources un peu de partout, j'ai mes mains un peu de partout. J'ai appris qu'elle a un appartement, un HLM, ça je complète, peut-être qu'il a l'information, Idriss, qu'il compte faire le feuilleton, la série. Elle a un appartement HLM à Paris, dans les beaux quartiers, avec un ascenseur privé. Ça va, non? Alors, celles et ceux qui connaissent pas les prix, sachez qu'à Paris, c'est hors de prix les logements. Mais avoir un ascenseur privé pour aller dans son appartement, alors là, moi je l'ai vu qu'une seule fois, c'est chez mon pote qui était le directeur général
le patron de la radio Énergie, à côté de la Tour Eiffel. Ah oui, là il peut, mais elle, et tout ça en logement social. Alors, ça questionne d'autant plus, c'est que un logement social, il doit être attribué en corrélation avec les revenus, et que le prioritaire, c'est les gens qui correspondent aux critères de choix. Or, comment une personne qui a un logement à Dubaï puisse bénéficier d'un HLM à Paris, et ceci en plus avec un ascenseur privé, etc., etc. Alors on nous dit qu'elle a toujours été menacée, etc. Mais tout ça c'est faux. On nous a fait croire qu'au Maroc elle a été poursuivie, ça a été faux. En fait tout ça c'est une posture. Elle se dit, regardez, moi je suis courageuse parce que je tape les femmes voilées, parce que je fais cela, etc. Et donc je suis une cible. Voilà. Voilà la posture de Madame Rizet El Zaroui. Alors, Idriss, dans tout ce qu'il a fait, en droit, ça ne souffre d'aucun problème. Il n'y a ni diffamation, il n'y a ni violence. Or, le ministre de l'Intérieur, vous vous rendez compte quand même, le garant de la sécurité publique, qui se permet de tweeter, venant soutenir celle qui s'est dessinée un personnage qu'elle n'est pas, dans une communication sur Twitter qui est entre deux personnes qui s'envoient plus ou moins, je dis pas, même pas des invectives là, qui s'envoient des échanges de tweets, et il intervient, et en plus se permet de diffamer. Alors j'ai cru que Idriss voulait déposer plainte, etc., ou une procédure. Non mais c'est clair, c'est de la diffamation. Croyez-moi, si on vous dit islamiste, moi je rêve que de ça, c'est qu'on vienne me dire à moi, islamiste, et je vous jure, je vous colle un procès au cul. Pourquoi? C'est de la diffamation. Parce que c'est le islamiste qu'ils emploient pour dire terroriste. Et donc ça veut dire que, moi je vous ai vu, j'ai toujours fait le combat sur la sémantique en disant, on n'a jamais fait, comment vous dire, ils sont incapables de définir qu'est-ce que c'est islamiste. On dit à quelqu'un il est le parti islamiste, on dit à quelqu'un qui met un islamiste, tout le monde est islamiste. Mohamed Merah c'est islamiste, islamiste. Donc, si je reprends leur propre sémantique quand ils définissent eux un terroriste comme islamiste et qu'on vous traite d'islamiste, c'est une diffamation. Et ça mérite d'être tranché devant les tribunaux. Il faut leur faire la guerre juridique sur la sémantique. Enfin, tellement courageux 5 minutes, que ce même ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, effacer son tweet. Or, certains professionnels arrivent à retrouver les tweets qui ont été effacés. Et donc, il y a des captures d'écran qui sont là-dessus, etc. J'espère que le Idriss ira jusqu'au bout. Mais en plus, il a été dénoncé, etc., comme s'il s'affranchissait de la loi. Et là, c'est encore plus grave. Les mêmes qui vous disent, vous avez vu, l'esprit Charlie, liberté d'expression, les mauvais musulmans qui respectent pas la liberté d'expression et qui veulent pas le droit à la caricature, etc. Paf! La première des choses, l'autre il pose seulement des questions en lui disant, est-ce que oui ou non ton mari, il est dans la finance islamique, ou est-ce que oui ou non il gagne 60 000 euros, est-ce que oui ou non t'habites à HLM, etc. Et bam, qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, il faut censurer. Et ils veulent censurer ses postes. Et en plus, essayer de lui faire pression là-dessus, en le convoquant. Et attendez, on marche sur la tête. On marche complètement sur la tête. C'est pour ça que je vous dis, même si je n'ai pas forcément d'affection pour le Idriss, mais objectivement, sur le fond et sur la forme, il a pas fait d'erreur. Et donc, j'ai une obligation, moi, d'aller le soutenir là-dessus. Et je signe et je persiste. Parce que c'est tout simplement les mêmes qui viennent vous faire la leçon sur la liberté d'expression, le droit à la caricature, mais qui empêchent quelqu'un qui pose des questions dans un cadre qui correspond à un débat public. Parce que il est important que les Français sachent que celle qui vient se pavaner dans les plateaux de télévisés, nous dire bouffer de l'islamisme et qu'on présente comme courageuse, elle le vit grâce à l'argent, entre autres, de son mari qui vit de la finance islamique dans un pire des États qui s'appelle les Émiratis. Et qui est de loin, de très très loin, pas du tout un modèle, ni en démocratie, ça n'existe pas dans ces pays-là, et encore un modèle de liberté. C'est clair, net et précis. Donc je vais continuer dans la même chose. Le même ministre de l'Intérieur qu'on retrouve hier sur France 2. La question est, monsieur, est-ce qu'on connaît la nature ou les motivations du terroriste qui a frappé devant les locaux de chez Charlie? Non, nous n'avons pas. Laissons l'enquête se dérouler. Nous saurons plus tard. Et là. Jusqu'à là, très bien.
Sauf qu'il ajoute vers, c'est un acte terroriste islamiste. Ah ben attends, alors ou tu sais rien, ou tu sais tout. Mais tu peux pas le dire, et il n'a eu de cesse pendant son... Il a employé, on va dire, maximum 200 mots dans son interview. Mais parce qu'il y avait que chaque fois, il ponctuait islamiste, islamisme radical, l'islamisme radical, vous savez, tout ça. Tout ça pour venir abonder dans le sens de quoi? Dans le sens de la loi qu'ils sont en train de préparer sur le séparatisme musulman. Je dis musulman parce que c'est comme ça qu'ils veulent le présenter, parce qu'il dit que ça doit toucher que les musulmans. Or, croyez-moi, ils vont avoir du mal à l'écrire parce que le Conseil constitutionnel, avec une question, une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, on fait sauter cette loi directement ou tout simplement au Conseil d'État, parce que on peut pas faire une loi pour une religion, ou on fait des lois pas pour. On a bien compris que c'était contre, hein, mais enfin, on fait une loi pour les musulmans et pas pour les autres. Voilà. Et enfin, donc, pour ça, pour nourrir. Et on fait quoi? On cache la réalité de ce qui s'est entrepassé. Aujourd'hui, il y a eu, je crois que c'est à Sarcelles ou à Gonnet, quelqu'un qui s'est pris des coups de hache devant le commissariat. Zéro. Pas les spécialistes de Conini, là, sur CNews, sur BFM, pour aller en parler. Pourquoi? Et des meurtres, il y en a tous les jours. Or, ce qui s'est passé de la personne, on apprend aujourd'hui, qui est pakistanaise, un jeune de 18 ans, qui a voulu se venger par rapport à Charlie Hebdo et qui a tapé de victimes, qu'est-ce qu'on apprend? Alors on nous nous sortir Daesh, Al-Qaïda, comme s'il y avait une organisation énorme. Voilà. Alors deuxième carton rouge au ministre de l'Intérieur. On lui dit sur l'auteur, est-ce qu'il était fiché S, est-ce qu'il était donné service de police? Pas du tout, pas fiché S, pas du tout suivi par les services de renseignement, rien du tout, zéro la tête tôt, très bien. Et il termine, il dit, il a eu un rappel à la loi, parce qu'il était détenteur d'une arme, un tournevis. Non mais il se fout de la gueule du monde, sans déconner. Donc le mec, l'affaire du siècle, c'était le mec qui était avec un tournevis. Alors, en droit, on peut dire que c'est une arme par destination, mais bon, un tournevis, c'est une arme par destination qu'on fait usage du tournevis pour aller pointer quelqu'un. Mais si vous avez un tournevis dans votre coffre, on peut pas dire que c'est une arme. Voilà. Donc Darmanin essaye de nous faire tout son pitch, tout ça, etc. Et CNews, juste avant, j'avais écouté, on a eu donc toute l'équipe de Bras Cassés, et qui commence à nous dire, oui, et notamment Golnadel, vous savez combien de fois, en plus de 10 ans, j'ai pu débattre contre lui, et lui, il a sa phobie, la phobie du musulman, il assume. Et oui, il y a un Algérien, ils sont en train de délirer sur l'Algérien. En gros, le deuxième personnage. Et ils ont tous parlé du deuxième personnage algérien. Ils n'ont pas précisé algérien, c'est important pour eux. Ben oui, on ne parle pas d'individu là, on parle de nationalité. Et en même temps, ils ont engagé le débat sur l'immigration. Et l'autre, elle a sorti les chiffres. Oui, il y a des Pakistanais qui ont été immigrés en France, qui ont demandé le droit d'asile ou ci ou cela. Après, il dit ouais, les Algériens, etc. Donc, en fait, en gros, essayez encore de faire peur et compagnie. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vérité est sortie aujourd'hui. Cet Algérien qui a été diffamé, cet Algérien qui a été mis au pilori, est un héros. Logiquement, il mériterait la Légion d'honneur, au même titre que l'autre, celui qui avait sauvé des Juifs à l'épicerie cachère. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce jeune qui était dans le coin, il voit des personnes se faire prendre un coup de lame, il poursuit le terroriste, il va jusqu'au métro, il hurle vis-à-vis du truc en disant « qu'est-ce que t'as fait ?» L'autre lui sortant une lame. Il n'a pas voulu affronter le terroriste avec une lame, et il a bien raison, pourquoi risquer sa vie. En croisant après, il voit un policier, il décrit l'auteur, donc le terroriste, et il s'en va. Et pour concourir à la vérité et aider à la procédure de justice, il a répondu en bon citoyen, en honnête homme, se dirigea vers le commissariat pour apporter son témoignage et tous les éléments qui peuvent aider les enquêteurs à faire leur enquête. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis une cagoule, on l'a menotté, on l'a mis en garde à vue. Mais c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune précaution qui a été prise en son endroit. Quelqu'un, je rappelle, je dis bien, quelqu'un qui s'est présenté pour dire « je suis témoin ». Alors, s'il y a quelqu'un qui vient te dire « je suis témoin » et tu lui mets une cagoule, tu le mets comme un terroriste, tu le menottes, etc., peut-être quelque paire de gifles, et s'est tapé toute la garde à vue, c'est inadmissible. Donc, le carton rouge aux médias, qui ont essayé d'en faire, lui, en insistant sur le fait qu'il soit algérien,
pour lui cracher sur sa gueule, mais j'ai pas vu, moi, les médias aujourd'hui, crier haut et fort que c'était un héros. Et moi, je fais la demande, et je demande au ministre de l'Intérieur de faire, dès maintenant, de faire rapidement le faire nécessaire pour faire que cet Algérien déjà des excuses, la police doit présenter ses excuses, le ministre de l'Intérieur doit présenter ses excuses, et on lui doit lui donner la Légion d'honneur, rien que parce que, par rapport à ce qu'il a fait. Alors, vous voyez, tout ça se tient, vous voyez, on est toujours dans le même chimblique. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, un bon citoyen, il vient dans le commissariat apporter, abonder, dans le sens de l'enquête, on vient, il finit avec une cagoule menottée et tous les autres médias qui se permettent d'aller lui cracher sur la gueule. Voilà. Enfin, concernant le terroriste, qui a 18 ans, qui est pakistanais, pour moi, il n'y a pas de débat, il prend ses affaires, il retourne au Pakistan. Voilà, ça c'est, vous voyez, là-dessus, moi je suis très clair, net et précis. T'as joué, t'as perdu, t'as fait le con, tu prends tes affaires, tu retournes au bled, tu retournes chez toi. Point barre. Donc là-dessus, vous voyez, moi j'ai pas de souci là-dessus. Moi j'ai vraiment pas de souci. Hein. C'est clair, net et précis. Il prend ses affaires, ils le prennent, pas de double peine, une simple peine, tu prends tes affaires et tu retournes au Pakistan te démerder. Concernant l'Algérien, donc des excuses, réparation, etc. Et surtout, qu'on mette son nom et qu'on redit, comme ils l'ont dit les médias, un Algérien a été un héros. Un Algérien a fait le taf. C'est ça que je veux entendre. Parce que comme disent pas, un individu truc. Non, non, non. Quand il s'agissait d'en faire un associé du terroriste ou un complice du terroriste, on savait bien dire Algérien, Algérien, Algérien. Eh bien, on dira la même chose, Algérien, 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 qui a été un héros. Et je constate que c'est pas un Français de souche qu'il a été. Alors les identitaires qui viennent toujours donner des leçons, comme par hasard, les pères cachers, c'était encore un Malien. Là, cette fois-ci, c'est un Algérien. Et les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant que les autres se faisaient taillader? Et peut-être qu'ils se planquaient. Donc je dis bravo à ce jeune. Alors maintenant, je vais faire le troisième sujet. Toujours, on est dans la même logique. On part complètement en vrille. J'ai été contacté ce matin par le frère d'une personne qui a été condamnée par le tribunal de police à une amende de 500 € et puis un dommage-intérêt à une préfète de, écoutez, accrochez-vous bien, 1500 € de dommages et intérêts à une préfète. Quel crime l'a-t-il commis? Ben bon, c'est du tribunal de police, c'est pas un crime, comme on dit, c'est du contraventionnel, parce que il n'a pas serré la main à la préfète, qui portait un gant d'ailleurs. Et alors, certes, lui, moi d'ailleurs, ça peut vous servir à tous, ne venez jamais dire, s'il vous plaît, c'est ma religion qui m'interdit de toucher la main. Tu donnes, comme j'avais des gens qui ne serraient pas la main, ils avaient ici donc un pull ou une veste, ils donnent la veste pour se donner là-dessus, ils disent la main, ou tu dis bonjour avec ta bouche, il dit voilà, et t'es pas obligé de serrer la main. Et au pire, il aurait vu la préfète, il savait qu'elle serrait les mains, tu fais demi-tour, tu te bats. Voilà. Bon, lui, il est allé lui raconter ça, etc. Ben, la préfète, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée dessus sur cette affaire-là, et elle a poursuivi en justice, c'est un franco-turc, ce franco-turc, pour justement non-respect de l'égalité homme-femme, etc. Parce qu'il a refusé de lui serrer la main. Et donc, le fait que lui a servi la soupe en lui disant « mais c'est ma religion », tout ça, etc., ben, il ne demandait pas plus que ça pour pouvoir le poursuivre. Alors, condamné, alors tribunal de police, il faut savoir comment ça se passe. Sur toutes les infractions punies d'une peine d'amende, ça s'appelle le tribunal de police. Souvent, ceux qui président là-dessus, c'est pas des magistrats professionnels, c'est des commissaires de police ou autres. Et il n'y a pas forcément de magistrat professionnel. Ensuite, il y a le délit. Là, c'est la correctionnelle. Il y a le crime, c'est la cour d'assises. Donc moi, je lui ai dit, naturellement, de faire appel. Je lui ai donné les coordonnées d'un très bon avocat et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Et s'il faut l'aider, même financièrement, on l'aidera. Enfin, moi, personnellement, je l'aiderai à aller jusqu'au bout parce que j'attends une jurisprudence là-dessus. C'est très important. Et la préfète qui se félicite d'avoir, de dire, oui, vous vous rendez compte, il n'a pas respecté la laïcité, et ici on respecte l'égalité homme, et elle était contente de la sanction. Non mais attends, la laïcité, ma pauvre préfète, tu peux retourner au CP, t'as rien compris. La séparation entre les églises et l'État, c'est le pouvoir religieux, d'un côté le religieux, d'un côté le politique. Il n'y a pas citez-moi un article, citez-moi un fait, qui dans la loi dit, il faut, si tu serres pas la main, tu vas aller te taper le tribunal de police. Nulle part c'est écrit. Donc, vous savez, pour qu'une affaire se constitue, il faut 3 éléments. L'élément légal, la loi, l'élément matériel, le fait, l'élément moral, l'élément intentionnel. Or, s'il n'y a pas d'élément légal, c'est-à-dire de loi, je vois pas comment on peut sanctionner quelqu'un sans une absence de loi.
Donc c'est vraiment le mec qui a dû picoler, c'est qui a fait ça. Donc un appel, il est sur le cartonné. Et si un appel, il pète les plombs, en cours de cas, c'est sûr, c'est fracassé. Parce qu'en droit, en droit, on doit se reposer sur quoi? On se repose sur la loi. Il n'y a aucune loi aujourd'hui qui oblige les gens de serrer la main. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Donc il y a un mec, ouais, une nana, elle vient me voir, je peux pas la voir, etc. Risette El Razoui, elle vient elle veut me serrer la main. Mais va te faire foutre, je ne serre pas la main. Parce que pour moi, la main, c'est l'intimité déjà. Vous voyez, c'est quelque chose de physique. Et alors pour ça, pour le corroborer, c'est quoi? Vous savez que j'étais cadre au département de sécurité à la RATP, mais j'ai pas toujours été cadre. J'ai été aussi sur le terrain. Et croyez-moi, chaque fois qu'il y a des individus ou quoi qui s'est passé, ils veulent nous serrer la main, on ne serre pas la main. Jamais. Et même moi qui étais en civil, je voyais des collègues ou je voyais des policiers, j'allais leur serrer la main, les mecs, ils retiraient la main comme ça. Et il fallait que je me présente. Et quand je me présentais, ils me disaient, oh pardon. Et là, ils me serraient la main. Pourquoi? Un policier, tout ça, etc., ne serre pas la main aux gens. C'est pour ça qu'ils vous saluent. Quand vous allez à la caissière, vous serrez la main, vous dites bonjour avec la bouche. Quand vous allez à la pharmacie, quand vous allez à la boulangerie, vous serrez la main? Non, vous dites bonjour avec la bouche. Donc, il n'y a rien qui oblige. Et pourquoi? Parce que on sait que le toucher de main, en dehors du côté tactile, c'est un côté familier. Or, quand on serre la main, on refuse de serrer la main aussi dans cette profession, c'est pour mettre de la distance. On n'est pas copains, on ne se connaît pas. Bonjour monsieur, je garde mes distances. C'est ça que ça se passe. Alors, je défie d'ailleurs sur ce que j'ai dit à la personne qui a été condamnée. Allez au tribunal. En appel qu'il aille au tribunal, la première chose, il va aller voir, il va essayer de serrer la main au magistrat, au procureur et ensuite au juge. Qu'il aille serrer la main, vous allez voir comment ça va faire. Ils vont même pas le laisser passer. Il me dit, monsieur, vous allez où? Vous n'avez même pas le droit, dans un tribunal, de vous déplacer, de vous approcher des magistrats. Alors, vous imaginez bien que s'il lui arrive pour serrer la main, ils vont même pas le calculer. Eh bien, au moment qu'il arrive comme ça, les magistrats, ils disent non. Et la première question, c'est de dire, mais alors, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Parce qu'ils vont refuser à moi de me serrer la main. Vous voyez, c'est tout ça pour vous dire. Donc, je vous ai parlé sur la forme, là je vous en parle sur le fond. Que dire des sociétés anglo-saxonnes? En Angleterre, vous savez, nous, les sociétés méditerranéennes, on aime bien se toucher, s'embrasser, se tenir la main, tout ça, etc., etc. Mais en Asie, ils ne serrent pas la main. Moi, je vous l'ai dit, ma femme est russe. Moi, la première fois, au vœu du maire, quand j'étais maire adjoint à Thiers, il y avait, je crois que c'était un colonel, pas n'importe qui, comment on dirait. Il vient pour serrer la main, ma femme n'a pas voulu serrer la main. Alors, non pas parce qu'elle est musulmane, elle ne serre pas la main, elle est orthodoxe. Mais parce que, et moi j'ai rigolé parce que je sais qu'elle sert pas la main aux hommes. Et ma femme me dit, mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'a pas pissé et il s'est pas lavé les mains? Or aujourd'hui, il a fallu le Covid pour comprendre que même la gastro-entérite, on se la passe par la main quand tu touches. Tu te touches, on te dit de te laver toujours les mains. Parce que c'est pas hygiénique. Les mecs, ils sont pleins de microbes. Le mec, c'est gratter le nez, c'est gratter le cul, c'est gratter les oreilles, il va te toucher la main. Ou alors, il se gratte les claouis. Donc, voilà. Il faut savoir qu'il est russe et tout le monde de l'ancien monde soviétique, ils ne touchent pas les mains. Même dans leur propre famille, ils ne se touchent pas la main. Voilà. Donc, je vois pas d'obligation. À partir du moment où tu dis bonjour avec ta bouche, t'es pas obligé d'arriver serré, tout ça, etc. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est grâce au Covid qu'on apprend que justement, ça a bien corrélé de dire que le toucher de la main, c'est sale. Moi, le premier, quand j'arrivais au boulot ou n'importe où, je serre les mains. Et en politique, je vous en parle même pas. Serre les mains. Moi, je suis un peu hypochondriaque. Je sentais, je me sentais pas bien. La première chose que je fais, c'est de suite, quand j'ai dit bonjour à tous les gens, c'est d'aller aux toilettes et me savonner et m'enlever tous les trucs. Quand je vois une rampe, vous savez, pour un escalator, je la touche même pas, j'ai peur, je vois les microbes, je dis, oh là là, les microbes qu'il y a là-dedans. Vous vous rendez compte? Même là, je suis tellement content, c'est quand je vais faire les courses, et pourtant je suis en Turquie, tout ça, et les gens sont propres. Quand même, file le gel, vous savez, je le mets pas sur les mains. Je mets un peu sur les mains et je mets tout le gel sur le support, vous savez, pour pousser le caddie. Vous vous rendez compte les nombres de microbes qu'il y a dans ces trucs-là quand vous poussez votre caddie? Non, mais franchement, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette personne a été condamnée à tort, voilà, et moi je le condamne. Et on retrouve encore une infraction à ce qu'ils disent, eux, leurs valeurs républicaines. Vous savez ce que j'en pense de leurs valeurs républicaines? La valeur républicaine, la Constitution, elle est basée sur un triptyque. Liberté, égalité, fraternité. Et est-ce qu'il n'appartient pas à la liberté de chacun de pouvoir serrer ou non les mains à quelqu'un? Et donc, par conséquent, si on sanctionne quelqu'un qui a refusé de serrer la main à une préfète ou à n'importe qui, ça veut dire qu'on est dans l'obligation de serrer la main à n'importe qui. Et donc, on viole la première des libertés, celle de pouvoir disposer de son corps. Parce que, excusez-moi, c'est une partie de son corps. C'est une partie de son corps qu'on veut adresser. Donc, en gros,
je suis dans l'obligation, donc il n'y a plus de liberté, de prendre, ma main doit venir te toucher. Voilà, c'est comme ça. Alors demain, on va faire quoi? Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment les RATP, qui testent les gens. Alors ils voient un bouléria, ils voient un barbu, et la première chose qu'elles font les conseils pour tester, c'est elle lui tend la main. Vous voyez, c'est devenu des spécialistes. Donc s'il lui tend la main, il ne sert pas, il fait ah, c'est un islamiste, c'est un radicalisé, wouhou, il faut aller le dénoncer, fichier S, etc. Alors, sachez que oui, dans certains musulmans, ils ne servent pas la main aux femmes. Est-ce que c'est que les musulmans? Non. Il y a quelques années, je suis contacté par quelqu'un qui était de l'association juive de ma ville à Limeil-Brévannes à l'époque. Et donc j'avais un immeuble à Limeil-Brévannes. Il me dit, Mourad, écoute, j'ai un nouveau rabbin, il a besoin d'un appartement et tout ça, etc. Et proche de la synagogue. C'est pour ça que d'ailleurs que vous verrez, pour les gens qui vous parlent de séparatistes, souvent vous verrez dans les annonces, même pour la vente, ils vous disent synagogue à côté. Pourquoi? Parce que comme pour Shabbat, ils n'ont pas accès à la voiture, eh ben, il faut que la synagogue soit pas très loin. Donc je reçois le rabbin, il était avec sa femme, et quand il a eu sa femme, j'ai tendu la main. Et elle m'a pas serré la main. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pas dit, oh, c'est inadmissible, oh, dégage, je vais pas louer l'appartement. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis excusé de lui avoir tendu ma main. Vous vous rendez compte? Je me suis excusé de lui avoir tendu ma main. Parce que je savais pas que chez les juifs aussi, il existait des personnes qui ne serraient pas la main aux hommes, etc. Et donc, je l'ai senti gêné, la femme, etc. Donc je me suis excusé parce que elle est en droit et en liberté de pouvoir ne pas me serrer la main parce qu'elle a des convictions religieuses ou tout simplement, elle ne sait pas si j'ai chié, que je ne me suis pas lavé les mains et dans le sopalin, il y avait un trou, je me suis trouvé, j'en avais plein les ongles. Et elle a raison. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Je me suis mis un trou, etc. J'ai appris quelque chose, point barre. Ben, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que ils ne veulent pas respecter la liberté. Et je peux vous dire que depuis ce jour, etc., chaque fois que je vois des personnes, quand je vois une femme, je ne serre pas la main. Je tends jamais la main. Elle me tend la main, je lui serre la main. Mais si elle fait rien, je reste comme ça. Pourquoi? Parce que la personne est mal à l'aise là-dessus. Surtout une femme, elle est mal à l'aise. C'est tout. Et moi, j'en ai strictement rien à foutre quand même de toucher la main. Par contre, j'arrive, je te dis bonjour, tu me dis pas bonjour. Alors là, je te fais la guerre. Et même au caissière, moi, je fais la guerre. Je le faisais en France, je le fais aussi en Turquie. Hein. Quand elle arrive, si elle me dit pas merhaba ou n'importe quoi, quand je lui dis que tu me réponds pas, moi, je pète les plombs. Hein. Et je peux vous dire, ça m'est arrivé en Russie plusieurs fois, parce que là-bas, ils parlent même pas. J'arrive comme ça, je fais Dalastété, ça veut dire bonjour. Enfin, ou salut, c'est enfin une formule, c'est pas priviette, quoi. C'est Dalastété, c'est en plus respectueux. Et elle me fait paquet, elle veut dire les sachets plastiques. Et moi, je répète Dalastété, paquet, Dalastété. Et tant qu'elle m'a pas dit bonjour, je ne répondais pas au nombre de sachets que j'avais besoin. Pourquoi? Parce que je supporte pas les gens qui sont impolis. J'ai pas aimé la région parisienne, c'est pour ça que je me suis jamais intégré. C'est une bande d'impolis. Les gens, ils rêvent comme ça. On dirait tous des Bernardo dans Zorro, avec des muets. Parlez, dites bonjour quand je rentre dans l'endroit, tu dis bonjour, monsieur, dame, etc. Donc, en revenant à notre affaire, si la personne elle arrive et dit, madame la préfète, bonjour, d'accord? Eh ben, ça suffit avec la bouche. Non? Il va pas aussi lui lécher les babouches, ou etc. Donc, vous avez vu que les trois affaires que je viens de vous dire là, elles sont réunies, et pourtant, vous savez, ô combien je condamne régulièrement celles et ceux qui sont là toujours à jouer le misérabilisme, les pleureuses, les gauchos, ah là là, les victimaires et tout. Moi, j'ai pas de culture victimaire. En revanche, c'est clair, et pourtant, personne ne peut me prendre la défaut là-dessus. Hein. Moi, je suis pas un gaucho, j'ai toujours été de droite, vous le savez, pas la droite de merde qu'on a aujourd'hui. Hein. Je parle la vraie droite, parce que c'est ma culture, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que j'ai été éduqué comme la plupart de ceux qui sont de mes mêmes origines, avec des parents, enfin surtout comme mon âge, qui leur disaient, on est poli avec les gens, on prend les sacs des voisins pour les aider à porter les sacs de commission, on dit toujours merci, on sort de l'école, c'est la maison, on travaille, etc. La culture du travail, pas la culture de va jouer en roulant en YZ le soir, ou casser les pieds aux autres, etc. Donc, oui, c'est une culture disciplinaire. Alors, par conséquent, si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est que je ne vais pas abonder dans le sens des gens qui ont la culture victimaire. C'est seulement pour vous éclairer, comme je le fais depuis des mois, des années, vous éclairer. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai quitté la France. C'est qu'ils sont en train de vous violer vos libertés.
Ils sont capables, dans la même phrase, vous parler de la liberté de caricaturer, c'est notre esprit Charlie, 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 et finir, mettre virgule. Idriss n'a pas le droit de poser la question pourquoi elle a demandé une quête pour se payer un avocat alors que son mari gagne 60 000 € par mois. Vous voyez, dans la même phrase, ils vous disent, je suis Charlie, mais toi t'as pas le droit. La liberté, c'est pour cracher sur les musulmans. La liberté, c'est pour pouvoir les écraser. La liberté, c'est pour les calomnier, les diffamer, les attaquer et les faire. Et le séparatisme, c'est eux qui veulent séparer le français de droit commun et le français musulman, en faire, non pas comme à l'époque coloniale, c'est-à-dire il y avait d'un côté le français européen, blanc, chrétien ou juif, et de l'autre côté l'indigène musulman. Oh, c'est un schéma qui se recommence, c'est-à-dire on fait en sorte de créer, il y a le français normal et le français de trop, et le musulman et le français de trop, et on lui dit chaque fois intègre-toi, assimile-toi, je sais pas moi, alors que c'est des gens qui sont nés en France, de parents français, souvent de grands-parents français, etc. Et vous pouvez remonter jusqu'à Charles Martel, si vous êtes français, ils en ont rien à foutre parce que vous ne saurez jamais leur semblable. Et un mec qui est français de fraîche date, blanc, venu de Roumanie depuis une semaine, eh ben celui-là il le considérera comme un des autres. Et vous, non. Alors, premièrement, bien sûr, les musulmans, ils n'agissent pas. Deuxièmement, ils sont fatalistes. Et chacun va penser qu'avec, soi-disant, en se planquant avec le temps, ça allait mieux. Il y a 15 ans, 20 ans, je mettais en garde. D'accord? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et ça continue, et ça accentue. Ils veulent faire la queue. Il y a des parents qui ont dit librement, je vais faire l'école à la maison. Eh ben, ils sont déjà en train de les contrôler. Ils sont déjà essayés de leur faire tout. C'est-à-dire que chaque fois que vous... Alors, on a fait la loi de 2004. Interdit les femmes de voler. Alors, ils ont dit, alors, certains ont commencé à mettre dans les écoles catholiques, dans les écoles privées catholiques, et puis certains ont dit, on va monter l'école musulmane. Il faut une école musulmane. C'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est l'école musulmane, c'est le communautarisme. Ben, c'est toi qui n'as pas voulu d'eux. Tu leur as dit non. Oh, l'école publique, c'est laïque, tout ça, l'égalité, là. Ok, très bien, mais moi j'ai pas envie de mettre en opposition ma foi et mon accès à l'éducation. Donc je vais dans le privé. Et alors quand ça multiplie le privé, il dit mais non, le privé, les écoles musulmanes privées, c'est pas possible, etc., c'est du séparatisme et compagnie. Bon, ok. Alors je vais faire l'école à la maison parce que moi j'ai pas envie d'apprendre certaines choses ou autres. Etc. Non, l'école à la maison, c'est pas bon, c'est encore du communautarisme et compagnie. Mais en fait, quoi que vous fassiez, c'est pas bon. C'est-à-dire que les gens, les musulmans, aujourd'hui, demandent pas plus que les autres Français ordinaires, c'est qu'on leur casse pas les pieds, pour être poli. Ils demandent à quoi? Ils demandent à pouvoir éduquer leurs enfants péniblement. Vous vous rendez compte, à l'heure où il y a un abandon de l'éducation, que les parents abandonnent, des parents qui ne sont pas assez fermes avec leurs enfants. On a une maman, elle porte un morceau de tissu de tête, elle va à l'école, elle dit, je vais accompagner les enfants dans les démarches, dans les sorties scolaires, elle participe à la vie scolaire, et les autres disent, oh non, vous vous rendez compte, prosélytisme, vous vous rendez compte, non mais, elle n'a pas ouvert sa gueule, elle n'a pas dit à la Okba, le Bismillah, elle a dit à un enfant, s'il te plaît, c'est tout ça. Est-ce que tu connais la hadith qui dit ça? Mais non, elle est là, elle fait la plante verte, elle va dans le bus, elle accompagne. Il faut un minimum d'adultes pour accompagner les enfants, etc. Elle participe à la vie scolaire, elle participe à la vie de la cité, elle participe à l'éducation des enfants. Au lieu de lui dire merci, on lui dit, mais pourquoi t'as un morceau de tissu sur la tête? Et là, je comprends pas. Au lieu de faire le procès des parents qui n'accompagnent jamais les enfants dans les sorties scolaires, ou leur dire, vous vous intéressez pas à la vie scolaire, celle qui vient s'intéresser, on lui dit, mais pourquoi tu portes un morceau de tissu sur ta tête? Après, on va s'occuper de la bouffe de l'enfant. Alors, vous vous rendez compte? Le gamin, mais vous vous rendez compte, la République, il veut pas un steak, il veut pas une côte de porc, il veut autre chose à côté. Et donc la République est en danger. Et que vont penser ses camarades s'il va pas manger la côte de porc? Donc pas de substitut. Alors que moi, mes anciens, et même, mon père, quand il a fait l'armée et tout, et je vous parle de ça il y a très très longtemps, bon, etc. On avait toujours un substitut de repas. Même à l'armée, il y a même des imams, vous voyez. On avait des substituts. Qui d'entre vous, quand il était à l'école, quand il était petit, n'a pas mangé les mimosas, le pamplemousse, et tout ça, etc. Maintenant, il te dit non, mais vous vous rendez compte? Mais tous mes potes, moi, vous rigolez, même rigoler, mes potes disent, franchement, je préfère dire moi aussi sans porc parce que ça, c'est meilleur que ce que moi je mange, etc. Voilà. Donc, mais les minots, ils sont pas débiles, ils vivent avec eux tous les jours. Ils vont au sport, ils font des activités, ils font des sorties, ils vont dans les colonies, ils font tout ça, les enfants. Donc eux, non, il faut gommer les différences. Non, mais au contraire,
Combien d'entre vous, ils vous disent, les enfants, ils savent quand c'est qu'il y a, les enfants qui sont pas musulmans, ils savent quand c'est qu'il y a le ramadan, ils savent quand il y a l'Aïd, pour aller manger aussi les gâteaux, parce qu'ils vivent en commun avec tous. Qui, dites-moi, un seul Français, sauf celui qui est vraiment perdu ailleurs, n'a pas autour de lui, des musulmans autour de lui, où il participe, il va manger chez la famille, il va faire manger ses gazmères, et tout ça, etc. Moi, quand j'entends des jeunes, ils ont plein même d'expressions, des mots arabes qu'ils ont pris dans leur propre langage, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais chacun sait, voilà. Donc, et eux, ils nous savent faire croire que, justement, le musulman, à partir du moment où moi je connais des convertis, les mecs, attends, il y a des gens, ils sont français depuis des siècles, hein. Le jour où il est passé musulman, il est passé étranger. Limite, ils allaient lui dire, bon, je t'enlève la nationalité, je te file une carte de séjour. Parce que pour eux, l'islam est un corps étranger. Voilà. Et chaque fois, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont dire, ouais, mais vous vous rendez compte, ils sont pas contents, ils ont encore retourné chez eux. Mais les mecs, il est chez lui, il est gaulois, putain de merde, qu'est-ce que tu veux de merde? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est en train de lui dire, retourne chez toi. Mais quel chez toi? Il s'appelle Francis, il s'appelle Alexandre, il s'appelle Patrick, il s'appelle David. Mais chez lui, c'est là, c'est la France. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les gens, chaque fois, et s'ils sont pas contents, ils rencontrent chez eux, parce qu'ils ont associé la religion à la nation. Et voilà. Et voilà, c'est clair, net et précis. Donc moi, comme j'ai fait, il y en a plein qui m'ont fait la hijla avec moi, ils viennent d'ici en Turquie, il y en a qui l'ont fait ailleurs, au Canada, en Angleterre, etc. Mais en France, ils sont devenus fous. Vous vous rappelez le truc dans les États-Unis, les Gaulois sont devenus fous? Eh ben, c'est exactement ça, ils sont devenus jobards. Et le pire, c'est que le paradoxe ne les tue pas. Il n'y a rien, c'est-à-dire ça les choque même pas. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire blanc, et d'un coup ils vont te dire noir, mais pas blanc. Mais selon le sujet, comme je vous dis pour la liberté d'expression. Voilà, c'est... Et rappelez-vous comme ils disent, hein. Oui, il vaut mieux un excès de caricature que la censure. Mais c'est les mêmes politiques comme ça qui vont attaquer. Ils vont attaquer les gens justement quand les gens donnent leur liberté d'expression. Et ils vont dire, ah ben non, là c'est pas pareil. En fait, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Voilà les amis, voilà ce que je veux vous dire sur ces trois sujets. Ceux qui n'ont pas vu le début pourraient voir le début. Donc soutien, donc ce qui est le plus important, à deux personnes. À Idriss d'avoir eu le courage de dénoncer l'imposture de Riza Razaoui. Et le deuxième soutien, c'est au frère franco-turc qui, lui, s'est vu prendre une amende et payer 1500 €. Vous me demandez, dommage et intérêt, la préfète, parce qu'il n'y a pas serré la même 1500 €. Mais avec 1500 €, désolé, elle a un escorte. Elle a deux boysmen. Ah ben, pour ce prix-là, elle a deux boysmen de prostitution pour cela. Mais quel traumatisme qu'elle a eu la préfète, que le mec lui a pas serré la main pour qu'elle prenne 1500 €. Moi, j'ai des agents, même des policiers ou des agents à la RATP, pour outrage et tout ça, ils ont pris 500 €. Même moi, à l'époque, j'ai pris des 500 €. D'accord? Pour des insultes, pour de la rébellion, 500 balles. Elle, parce qu'il lui a pas serré la main, ils lui ont donné 1500 balles. Oh, la nana, la préfète, elle s'est gavée. Elle a pris sa prime sur ses côtelettes. Voilà. Bon, sur ce, n'oubliez pas de partager, c'est important. Parce que ça, c'est un truc... Là, le Idriss, je vous dis, parce que ceux qui n'ont pas suivi, vous le regardez au début, c'est pas quelqu'un avec qui je suis familier, et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de différences. Mais sur ce sujet-là, il mérite notre soutien. Sur ce sujet-là, tout le monde, on doit être unis derrière lui. Pourquoi? En leur disant, soyez Charlie, respectez la liberté d'expression, la liberté tout simplement de poser des questions. Parce que la question n'est pas une affirmation. Et à ce que j'ai lu, ce qu'il a écrit, ce ne sont que des questions. Certes, orientées, mais qui méritent réponse. Battons-nous aussi pour qu'il ait des réponses. Voilà, c'est tout. Et oui. Alors, vous savez le Al-Khatmi, là, vous savez, qui sévit sur CNews. CNews, ils ont pris que les collabeurs, vous voyez, et qui fait les héros. C'est ce mec-là, c'est ce baltringue, qui avait Twitter fait propagande auprès de mon maire, tout ça, etc., quand j'avais dit que, à juste titre d'ailleurs, parce que les faits me donnent raison, que les extrémistes laïcards, dans le monde, ont tué plus que Daesh. Voilà. Et d'ailleurs, je le reconfirme, hein. Staline, Mao, tout ça, c'est l'idéologie laïcarde. Et je le redis encore, laïcard, ça ne veut pas dire laïque. Non, non, pas du tout. Laïcard, c'est ceux qui sont contre la laïcité, qui veulent modifier la laïcité pour la rendre liberticide parce qu'elle donne trop de liberté. Vous voyez, la grosse différence, elle est là. Donc, c'est Al-Khatmi, une fois, il a voulu faire encore son show, et c'est Fenech qui a dit à un moment donné, et pourtant, Fenech,
il était proche de Sarkozy, etc. C'est pas un député considéré comme être, on va dire, un centre mou. Non, 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 il était d'une droite assez dure. Et pourtant, c'est un magistrat, c'est un juge. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non mais là, il faut arrêter là. Oh, les mecs, ils sont nés en France, leurs parents sont nés en France, et tout ça, ils sont français. Arrêtez votre histoire d'intégration, d'assimilation, tout ça. Ça veut même plus rien dire, c'est n'importe quoi, etc. Bref, j'avais publié d'ailleurs la vidéo, c'est bien de me l'avoir rappelé. Je remercie Elias de Islam Info. Elias, pardon, j'aurais dû le dire dès le départ, parce que Elias m'a demandé de faire le truc pour Idriss. Il m'a dit, Mourad, il faut le soutenir, tout ça, etc. C'est vrai que j'étais pas très chaud pour le faire. Il y a aussi une autre personne, elle se reconnaîtra. Il m'a dit qu'il fallait le soutenir. Et alors que à la base, je vous dis, moi, c'est pas les choses que je fais. Voilà, moi je suis plutôt sur le support politique, tout ça, etc. Et les Razaoui, tout truc, je sais pas quoi, là, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, franchement, pour moi, c'est de l'importance parce que c'est que du parisianisme. Et les Français ne savent même pas qui y aller, ils en ont rien à foutre. C'est purement du parisianisme. Les provinciaux, ils s'en tapent le coquillard de cette Zineb Razaoui, ils savent même pas qui y aller. Et tout ça, c'est du débat parigo-parisien. Voilà. Mais le fait qu'il a été attaqué par le ministre de l'Intérieur, c'est inadmissible. Le fait que le ministre de l'Intérieur en a fait une cible et il lui fait un procès d'intention et il le traite, il l'insulte, etc. Là, j'oublie toutes les différences que j'ai avec lui. Je pousse derrière lui et il doit être soutenu. Donc, merci aussi à Elias d'Islam Info d'avoir fait ce relais et de m'avoir convaincu aussi de soutenir Idriss. Donc Idriss, pas de problème. Nos différences, on les connaît. Mais là-dessus, je suis avec toi et on va être tous avec toi. Partagez et allez le soutenir. Salam alaikum et bonsoir version laïkous.